Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints à la conférence digitale de Nice. Je suis Stéphane Voss, le cofondateur de Master Conseil. Je suis accompagné de mon associé Olivier Janin. Aujourd'hui, nous allons vous faire une conférence sur la location meublée non professionnelle, suivie de la SARL de famille. Nous avons souhaité avec Olivier et moi vous présenter cela sous la forme d'une petite interview enregistrée pour être le plus complet possible dans un temps limité, en reprenant toutes les questions principales que nos clients nous ont posées durant toutes ces années. Donc à l'issue de cette présentation, surtout vous pourrez repasser au live où Olivier et moi serons là pour répondre bien sûr à toutes vos questions. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous présenter la société Master Conseil ? Bien sûr. Alors avec plaisir. Master Conseil, c'est un cabinet de gestion de patrimoine dont le siège social est à Venelle, dans les Bouches-du-Rhône. C'est juste à 5 km au nord d'Aix-en-Provence. Nous avons également des locaux à Châteauneuf-de-Grasse. Donc Châteauneuf-de-Grasse, ça c'est dans les Alpes-Maritimes et on peut utiliser également des bureaux sur Marseille. Alors on rayonne sur toute la France. On va dire en gros 30% sur la seule région PACA et 70% sur le reste du territoire. Notre structure, elle est actuellement composée d'une vingtaine de collaborateurs. Très bien Olivier, je te remercie. Donc aujourd'hui nous allons parler du loueur meublé non professionnel. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est, parce que beaucoup de personnes s'interrogent sur ce sujet? Alors le loueur meublé non professionnel, c'est principalement un appartement, voire parfois une maison, bref, c'est un bien immobilier qui est meublé et qui est ou non géré par un exploitant. Donc tu es en train de me dire que si c'est du meublé, ce n'est pas la même catégorie que les revenus fonciers. Alors en effet, il y a deux manières de louer un appartement. Soit on le loue nu, c'est-à-dire vide avec un bail normal. Vous savez, c'est ce que l'on appelle les baux 3, 6 ans, 9 ans. Là. Et là, on va parler plutôt de revenus fonciers. Soit on le loue avec un bail meublé, et là, on ne parlera plus de revenus fonciers, mais de bénéfices industriels et commerciaux, les fameux BIC. Dans ce cas, on va avoir un bail plutôt de 1 an s'il n'y a pas d'exploitant, et de 9 ans, 11 ans, voire même 20 ans si un exploitant s'occupe du bien au sein d'une résidence. Oui, mais du coup, est-ce que c'est la même fiscalité? Eh bien non, les revenus fonciers et les BIC ne sont pas des revenus de même nature. Et à ce titre, ils ne sont pas fiscalement traités de la même manière, mais nous reviendrons sur la fiscalité un petit peu plus tard. D'accord. Mais alors, quelle personne est susceptible d'être intéressée par ce type d'investissement immobilier? Le client, quand il vient te voir, c'est quoi son objectif principal? Alors déjà, l'objectif principal, c'est toujours celui du client. Là, il y a plusieurs catégories de personnes qui peuvent être intéressées par ce type de bien. La première catégorie, ce sont des gens qui n'ont pas ou qui n'ont plus envie de s'occuper de la gestion d'un bien immobilier, faire les entrées-sorties, des locataires, les petits problèmes de tous les jours, les casses, les trucs qui s'abîment, tous les petits travaux, les loyers impayés, etc., etc. La seconde catégorie, ce sont des gens qui souhaitent avoir une garantie de loyer à long terme sur 9 ans au moins, c'est-à-dire là plutôt une vision à long terme de leurs revenus. La troisième catégorie, ce sont des personnes qui souhaitent bénéficier de revenus complémentaires mais sans fiscalité. Et la quatrième, ce sont ceux qui souhaitent transmettre à leurs héritiers ou leurs ayants droit des revenus, et là encore des revenus nets d'impôts. Là, Olivier, tu me parles d'exploitant. Est-ce que tu pourrais définir la mission d'exploitant et surtout, quels sont ses avantages? Alors le but de l'exploitant, pas le gestionnaire, l'exploitant, c'est de gérer pour le compte du propriétaire l'intégralité de la vie du bien immobilier, les états des lieux dont on parlait, l'entretien, les réparations et surtout verser un loyer trimestriel, très souvent, garanti par le biais d'un bail commercial de 9 ans, 11 ans, voire même 20 ans aujourd'hui au propriétaire. Ainsi, le propriétaire se retrouve complètement déchargé des inconvénients de la gestion locative. L'exploitant s'engage également par le biais de ce bail commercial, c'est donc un contrat engageant, à verser donc trimestriellement souvent les loyers au propriétaire, que le bien soit loué ou non.
C'est là une véritable différence par rapport à des revenus fonciers classiques. D'accord, donc effectivement, c'est beaucoup plus intéressant en ce qui concerne la perception des loyers, mais par exemple, qu'en est-il pendant la période que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le Covid, où beaucoup de résidences de tourisme, étaient vides? Évidemment, ceux qui louaient en location meublée d'une manière saisonnière ont eu probablement de très grosses difficultés depuis plus d'un an. A l'inverse, chez Master Conseil, nous ne travaillons qu'avec de très gros exploitants, tous reconnus sur le marché, qui ont continué à accompagner nos clients et à leur verser des loyers alors même que les résidences étaient fermées et donc non louées. Très bien. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il existe plusieurs types de loueurs meublés non professionnels. Pourrais-tu me les décrire, s'il te plaît? Bien sûr. Il existe actuellement 4 grands types de location meublée non professionnelle. Alors, dans un premier temps, on le voit sur ce slide, des résidences étudiantes que l'on trouve principalement dans les grandes villes, près des universités. Ce sont souvent de petites surfaces avec des coûts d'acquisition qui sont limités aux alentours des 85 000 euros, 100 000 euros maximum. Les résidences médicalisées, c'est ce qu'on appelle les EHPAD, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Elles sont principalement réservées à des personnes qui sont dépendantes. Malheureusement, il y a peu de places disponibles en EHPAD, tout simplement car il y a peu d'offres. Les rentabilités par contre y sont bonnes, mais les coûts d'acquisition sont très élevés, c'est souvent au-dessus de 200 000 euros. Les résidences de tourisme et les résidences d'affaires, qui sont aujourd'hui regroupées sous la même appellation, c'est cette troisième catégorie. Ce sont généralement de très beaux produits, souvent de standing. On est dans du 3 étoiles, du 4 étoiles, c'est à la mer, à la montagne ou proche des grands sites touristiques de notre beau pays. Je te rappelle, Stéphane, que la France reste quand même la première destination touristique au monde. Et enfin, les résidences dites seniors, qui sont aujourd'hui en plein boom, car de très nombreuses personnes d'un certain âge, alors là par contre, contrairement aux EHPAD parfaitement autonomes, souhaitent désormais se rapprocher des centres-villes ou de leurs proches, tout en bénéficiant de tous les avantages d'une conciergerie à disposition qui leur permet de faciliter leur quotidien. Alors, par quotidien, nous allons parler des courses, le ménage, tout. En réalité, du monde lorsque vous voulez voir des gens, mais l'indépendance de votre appartement lorsque vous préférez être seul. Alors là, on y retrouve des gens de 65 à 80 ans, et par contre, en pleine forme. Et vous, au sein de Master Conseil, vous avez quelques petites préférences? Vous aiguillez plus ou moins vos clients vers un statut particulier au niveau résidence? Alors nous n'avons pas de préférence, mais en effet, nos clients ont actuellement une petite préférence pour les résidences seniors, compte tenu de la conjoncture et de la forte demande, ainsi que de la stabilité de ce marché. Alors justement, nous allons vous montrer une présentation de la résidence senior de l'un des partenaires de Master Conseil. Les villages d'or, ce sont des logements confortables, non meublés, destinés aux seniors à des prix accessibles. Le concept est de permettre la location ou l'achat d'habitations adaptées et d'y vivre en toute indépendance. Les résidents conservent tout leur confort de vie, disposent de leurs propres meubles et peuvent recevoir librement famille et amis. L'accès extérieur se fait par une porte à code. Tous les appartements sont équipés d'un vidéophone et l'espace est entièrement clos afin de garantir sécurité et sérénité aux résidents. Quand on est arrivé ici, on a dit ça y est, c'est ça qu'il nous faut. Là, je suis dans mon appartement, je fais ce que je veux, je suis indépendante. Je veux une vie privée quand même. Je suis dans un village de vacances toute l'année. Moi, je m'y plais bien. Je suis heureuse. Ce qui fait l'originalité du concept, c'est le clubhouse, lieu de convivialité et de partage. Le club est doté d'un espace de détente avec une bibliothèque, une télévision et des jeux vidéo adaptés aux seniors. Les espaces sont modulables. Ils comprennent des tables de jeu,
ainsi que du matériel pour les activités physiques de remise en forme. On a une bonne ambiance, on joue aux cartes, on fait de la gymnastique. Ouais, c'est le plaisir de se retrouver, oui. On fait des sorties, on fait des promenades, on fait plein de choses. On a besoin de trouver de la chaleur humaine et on ne peut pas la trouver seule. L'espace cuisine équipée est très apprécié. Il permet la réalisation de goûters festifs et le partage de créations culinaires. Mais on les mangera après. Ensemble. Ce club, auquel ont accès tous les résidents, est animé par un régisseur à temps plein, spécifiquement formé en interne. Elle nous organise les activités, les sorties. Elle est l'âme de la résidence. Elle s'occupe de tout le monde, absolument de tout le monde. C'est ce qui fait les villages d'or. C'est la relation, l'écoute, l'empathie. C'est ce pourquoi les gens viennent ici, c'est pour avoir quelqu'un qui leur vienne en aide s'ils ont besoin, une oreille attentive quand ils ont des petits soucis et que leur famille ne peut pas être là. Le régisseur est vraiment la pièce maîtresse du clubhouse. C'est lui qui va insuffler cette convivialité au quotidien, qui va leur permettre de bénéficier d'animation. En moyenne, 80% des résidents choisissent un 2 pièces d'environ 40 mètres carrés. Les prix à l'achat ou à la location correspondent au marché immobilier de la ville où est implantée la résidence. La revente des appartements est facilitée par des charges de copropriété parmi les moins élevées du marché. C'est une constante depuis la création de la première résidence. Donc la chance qu'on a au Village d'Or, c'est que l'on n'est pas cher à la fois dans le loyer et à la fois dans les charges de fonctionnement. Acheter au Village d'Or est un investissement sûr et de qualité pour plusieurs raisons. Ces résidences bénéficient d'un emplacement privilégié dans des quartiers sélectionnés pour leur calme, leur réputation et leur accessibilité. C'est un placement, je dirais, de bon père de famille, plus intéressant que les 6 caves. Pour l'investisseur, c'est une réelle sécurité dans son bien, une réelle sécurité également dans le cadre du paiement des loyers. D'autre part, comme ils sont occupés par des personnes d'un certain âge, il n'y a pas le type de, je dirais, de dégradation qu'on peut avoir avec des très jeunes. Et donc au Village d'Or, nous lui proposons d'être rassuré déjà dans le paiement de ses loyers, ce qui est important, car il a acheté un produit sain, avec un bon emplacement, qui pourra se revendre très facilement le jour où il aura décidé de le faire. Quand vous avez travaillé toute votre vie, vous avez droit à être un peu chouchouté. Et là maintenant, je dirais aux gens, faites-le le plus jeune possible. Parce qu'on a la chance à ce moment-là d'être autonome, on se sent encore vivre, on peut avancer. Se rapprocher de sa famille, se créer une nouvelle communauté d'amis, vivre dans la sérénité et la sécurité, en somme, un projet de vie séduisant et aujourd'hui accessible. Ah, en effet, ça donne vraiment envie. Donc un master conseil, à mon avis, vous devez proposer pratiquement que du senior. En réalité, nous n'avons pas nous-mêmes à proprement parler de préférence. Le choix de la résidence, il dépend surtout des besoins et de l'objectif de nos investisseurs. Si l'objectif du client est de ne jamais s'occuper du bien, il va plutôt se tourner vers un bail avec exploitant de 9 ans, 11 ans ou 20 ans. Nous avons également des clients qui souhaitent, par contre, eux, bénéficier de revenus défiscalisés tout en pouvant profiter du bien à la montagne ou à la mer pour un usage personnel, court terme, pendant ses vacances ou avec des amis. Donc je reprends. Si j'ai bien compris, si j'achète un appartement à la montagne ou à la mer et que je décide d'y partir en vacances comme si c'était ma résidence secondaire, pendant 15 jours. Mais par contre, le reste du temps, je veux quand même toucher des loyers garantis, je veux que l'exploitant s'en occupe. C'est possible ça ? Eh bien oui, et justement, je t'ai préparé une petite présentation de l'un de nos autres partenaires.
Effectivement, en période de confinement, ça donne trop envie. Mais bon, je sais qu'il y a des investisseurs qui ne souhaitent pas être pieds et poings liés avec un exploitant. Par exemple, ils souhaitent placer leurs enfants pour une courte période, par exemple sur une résidence étudiante. Ils veulent pouvoir revendre le bien avant 9 ans ou avant la fin d'un bail. Bref, ils veulent rester libres. Alors, par contre, tout en ayant un service de gestion à la carte pour éviter les contraintes, as-tu quelque chose à me proposer? Eh bien oui Stéphane, il y a un bien pour toute demande. Il y a en effet des investisseurs qui ne souhaitent pas être tenus par un bail longue durée et qui préfèrent ne pas avoir d'exploitant tout en ayant quelqu'un qui gère leur bien quand même. Alors, dans ce cas-là, nous proposons à nos clients une formule avec un gestionnaire et un bail de 1 an. Ce sont des appartements qui sont principalement situés en hypercentre et dédiés à la colocation. Regarde, on a actuellement un client qui souhaitait acheter un tout petit appartement sur Aix-en-Provence pour y loger sa fille pendant ses études. Alors, nous lui avons proposé d'investir dans une surface par contre plus grande, intégralement rénovée et repensée pour la colocation. Chaque chambre dispose de sa propre salle de bain individuelle et l'appartement dispose d'une pièce commune et d'une grande cuisine, le tout dans un très très beau standing. Pour le même effort d'épargne, il a pu acheter une surface beaucoup plus grande sans pour autant s'occuper de la gestion des locataires, car un service spécifique de gestion est dédié à cela, s'il le souhaite. Et je te le rappelle, le tout avec un simple bail de 1 an. Là du coup, avec la mutualisation des loyers, les rendements sont nettement plus sécurisés et supérieurs à ce que l'on peut trouver dans la location dite classique. Là, c'est un investissement qui est très patrimonial, particulièrement intéressant et qui permet également de réaliser à terme une belle plus-value immobilière. À ce titre, tiens, j'ai quelques photos à te montrer. Avec toutes ces formules, nous pouvons garantir de respecter obligatoirement l'objectif du client. En effet, tout cela semble très intéressant. Mais passons quand même à quelque chose de très important. Comment peut-on aujourd'hui, en France, percevoir des revenus immobiliers locatifs nets d'impôts? Peux-tu nous expliquer, sans trop rentrer dans de la technique, dans les grandes lignes, ce petit miracle, s'il te plaît? Alors là est tout le concept du loueur meublé non professionnel. Les personnes faisant ces types d'investissements vont rechercher à préparer leur retraite et avoir des revenus nets d'impôts immédiatement ou éventuellement dans le temps. D'accord, mais par quel levier peut-on toucher des revenus locatifs nets d'impôts? Avec les loueurs meublés non professionnels, nous avons un système où l'on peut amortir le bien. Alors, les régimes BIC, donc ce que l'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux. Deux choses. D'un côté, nous avons des recettes, de l'autre côté, nous avons des dépenses. Alors, quelles sont les recettes principales? Les recettes principales, bien évidemment, ce sont les loyers. Dans les dépenses, nous avons le droit de déduire plusieurs points spécifiques. Dans un premier temps, la taxe foncière. Ensuite, nous pouvons déduire également la taxe professionnelle. Nous pouvons déduire des frais de comptabilité. Nous pouvons déduire également l'intégralité des intérêts d'emprunt plus les primes d'assurance, décès, invalidité. Puis, nous allons pouvoir déduire cette fameuse partie d'amortissement. Donc, deux types d'amortissement. On a l'amortissement immobilier qui, lui, va se déduire sur 20 ans et l'amortissement immobilier sur 7 ans, pour ensuite nous donner un déficit. Et ce déficit va être placé dans une sorte de boîte à report que l'on pourra utiliser sans limite dans le temps. Prenons un exemple simple. Vous achetez comptant ou avec un prêt une chambre étudiante pour 120 000 € TTC. Vous ne la payez donc que 100 000 €,
puisque nous allons voir que l'on achète ces biens hors taxe. Cet appartement est en fait décomposé en 3 valeurs. Dans cet exemple, la partie foncière, c'est le terrain. Le terrain, estimons-le à 20 000 €. La partie immobilière, c'est-à-dire l'appartement lui-même, 75 000 €. Et cet appartement, il est loué, c'est donc une partie meuble, le mobilier, pour 5 000 €. En France, le terrain n'est pas amortissable, alors que la valeur pierre et la valeur meuble d'un bien immobilier le sont. Dans notre exemple, la valeur pierre est de 75 000 €. Elle sera amortissable sur 25 ans. Ça fait 3 000 € par an. Et la valeur du mobilier, les fameux 5 000 €, le sera sur 7 ans, soit environ 700 € par an. On va donc amortir un total de 3 700 € chaque année. S'ajoute à cela la taxe foncière, 500 €, les frais de comptabilité, 300 € par an, et de faibles charges d'exploitation en LMNP, environ 250 € et là encore à l'année. Cela fait donc 3 700 € d'amortissement pour 1 050 € de vraies dépenses. Un LMNP qui se respecte rapporte environ 4% hors taxe de loyer chaque année, soit 4 000 € par an. On a donc d'un côté 4 000 € de revenus pour 1 050 € de charges. On devrait donc déclarer aux impôts plus de 2 950 € de revenus nets. Mais heureusement, on peut bénéficier de notre réserve d'amortissement, les fameux 3 700 € de charges purement fictives, puisqu'on ne les a jamais payées. Charges que l'on va pourtant pouvoir déduire de nos revenus. On va donc déclarer en réalité aux impôts un déficit de 750 €. Et qui dit déficit, dit plus d'impôts et plus de CSG-CRDS. Donc lors de la déclaration d'impôt, les revenus générés par la location vont être purement et simplement annulés par l'amortissement. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le technique aujourd'hui, mais sachez que celui qui achète comptant un bien en LMNP bénéficie de revenus nets d'impôt pendant plus de 12 ans. Et celui qui utilise en plus le levier de l'emprunt peut obtenir des revenus nets d'impôt pendant presque 30 ans. Donc Olivier, vu que ce sont des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, on est donc assujetti à la TVA. Comment ça fonctionne? Alors, assujetti à la TVA, oui et non. Oui au moment de l'achat. Contrairement aux revenus fonciers qui se payent TTC, les appartements en location meublée qui disposent d'une exploitation peuvent être achetés hors taxe. Cela permet de maximiser l'investissement dès l'achat puisque la TVA sera considérée comme acquise dans le temps. L'avantage, avec le loueur meublé non professionnel, c'est que l'on peut donc acheter hors taxe et donc gagner immédiatement 20% sur le prix du bien. Par contre, les loyers que l'on touche sont, eux, soumis à TVA et nécessitent une déclaration particulière. C'est pour cela que l'on utilise un comptable dans le cas d'un BIC. Oui, mais alors, avec tout ce que tu viens de me dire, beaucoup de personnes vont penser que les frais au niveau des BIC doivent être beaucoup plus importants que des frais classiques comme les frais sur des revenus fonciers. Eh bien non, justement, ils sont moins élevés qu'avec des revenus fonciers dits classiques, car ces frais en réalité sont limités, on l'a vu, à environ 300 € par an pour le comptable. Il y a beaucoup moins de frais liés à l'exploitation. Il n'y a aucune charge de travaux de base, comme les chauffe-eau à changer, l'électroménager, toutes ces petites choses-là, pendant toute la durée de vie du bien immobilier. Et ça, c'est énorme. Et il n'y a également aucune différence sur la taxe foncière. De plus, tous ces frais sont évidemment intégralement déductibles des revenus obtenus, tout comme on le fait dans le revenu foncier classique. Oui, mais tu m'as parlé d'héritier et de l'impact avec le LMNP. C'est quoi cette différence par rapport aux revenus classiques? Quel est le bénéfice? Eh bien, imagine que malheureusement, le propriétaire décède. Les héritiers vont se retrouver avec un bien à gérer eux-mêmes alors qu'ils ne savent pas comment on gère un bien immobilier. Souvent, ils ne savent même pas où il se trouve. Et le pire, c'est que leurs revenus seront désormais soumis à leur tranche marginale d'imposition avec ce nouveau revenu
et à la CSG-CRDS, ce qui va souvent leur faire augmenter lourdement leur fiscalité. En plus, il va falloir reprendre le dossier, recontacter des locataires que l'on ne connaît pas. Bref, beaucoup de soucis dans un moment où, justement, ce n'est pas le moment et c'est assez compliqué. Dans le cas d'une location meublée non professionnelle, le décès n'a aucun impact réel sur l'exploitation du bien. Les héritiers vont continuer à percevoir les loyers, tout comme le faisait le propriétaire, sans pour autant avoir à se soucier de rien. De plus, ces revenus ne vont pas avoir d'impact sur leur fiscalité puisqu'ils seront considérés comme nets d'impôts grâce, nous l'avons vu, à l'amortissement dont nous parlions tout à l'heure. C'est donc là un moyen simple de transmettre son patrimoine en toute sérénité. C'est génial. Donc, en plus d'avoir une sécurité des loyers et des revenus complémentaires nets d'impôts, pour ma retraite, je protège en plus mes ayants droit lors de la succession. Alors oui, en quelque sorte, tu les protèges en leur donnant un patrimoine qui rapporte, mais tu ne leur évites pas les frais de succession. Alors justement, c'est là qu'on va parler de la SARL de famille, qui est un montage extraordinaire pour diminuer partiellement ou totalement les frais de succession. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, qu'est-ce qu'une SARL de famille ? Alors, lorsque l'on parle de SARL de famille, on parle tout d'abord d'un montage qui est déjà du haut de gamme en gestion de patrimoine, c'est de l'ingénierie patrimoniale, et qui effectivement a le vent en poupe depuis de nombreuses années maintenant. Alors attention, c'est technique. On ne va pas donner mal à la tête à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est pour cela que je vais essayer de rester le plus simple et le plus clair possible pour expliquer ce type de montage. Alors, pour le résumer le plus simplement possible, la SARL de famille, c'est une structure au travers de laquelle on va acheter des biens immobiliers exclusivement en location meublée, les fameux BIC, dans le but essentiellement de diminuer les frais de succession tout en conservant l'avantage de revenus nets d'impôts. Alors, pourquoi SARL de famille ? C'est automatiquement lié à la famille ? Alors oui, et même à la famille proche, puisqu'à l'intérieur d'une SARL de famille, on ne peut avoir que 2 degrés familiaux d'écart, comme par exemple un père et son épouse avec leurs enfants, 2 niveaux. Donc Olivier, si tu parles de frais de succession, tu es d'accord qu'il faut déjà avoir un gros patrimoine ? Alors oui et non. On commence à mettre en place les SARL de famille pour un patrimoine de 400 000 € environ. Et pourquoi pas en dessous ? Tout simplement parce que en réalité les coûts de constitution et de gestion d'une telle structure ne seraient pas cohérents en dessous de ce montant. Ah donc si j'ai pas 400 000 € en cash flow de suite, inutile de penser à la SARL de famille donc. Et non, ce n'est pas vrai non plus. Il y a 3 profils de clients. Des clients qui veulent emprunter pour se constituer un patrimoine dans le temps et qui ont la surface financière en adéquation. Des clients qui ont des liquidités et qui souhaitent plutôt diversifier leur patrimoine, ou encore ceux qui ont des biens immobiliers vieillissants et fortement fiscalisés, achetés d'ailleurs au cours de leur vie ou récupérés via des transmissions. Donc si je résume, la SARL de famille a pour objectif de diminuer les frais de succession en famille via de l'immobilier locatif en BIC et obligatoirement en BIC. C'est bien ça ? Oui, c'est très bien résumé, en effet. Très bien. Alors, moi, ce que j'aimerais, Olivier, c'est que tu nous expliques cela avec un petit schéma tout simple pour faire comprendre à nos invités le mécanisme de la SARL de famille, s'il te plaît. Alors, pas de problème. Voilà comment ça fonctionne. Alors, nous allons parler de la SARL de famille en tant que produit de retraite et d'outil de transmission. Alors, dans un premier temps, la création de la structure. Comment crée-t-on une SARL de famille ? Eh bien, on va créer les statuts par un cabinet d'avocats spécialisé. Une fois cette
SRL de famille avec ses statuts, on va la doter d'un capital de 5 000 €, puis s'occuper de faire la donation des parts du capital, c'est un démembrement, de deux manières différentes. Dans un premier temps, nous allons donner la nue propriété aux enfants, et dans un second temps, nous allons donner l'usufruit aux parents. Quelle est la valeur de la SRL? Eh bien, c'est 5 000 €, c'est le montant de son capital social. Quelle est la valeur des comptes bancaires de la SRL? C'est 5 000 €, puisqu'on a utilisé justement ce capital social pour placer dans les comptes bancaires de la structure. La valeur immobilière est de 0, pour l'instant on ne parle pas d'immobilier, et il n'y a aucune dette de la SRL envers qui que ce soit. La masse successorale de notre investisseur est donc toujours la même, c'est 500 000 €. Nous allons passer à une deuxième phase qui est l'acquisition des biens immobiliers. À ce moment-là, la SRL de famille a une valeur de 5 000 €, nous venons de le voir. Notre investisseur dispose de 500 000 €. Il va les apporter en compte courant d'associé à la SRL de famille. À ce moment-là, la SRL de famille aura donc un compte bancaire de 505 000 €, c'est 500 000 € plus les 5 000 € du capital social. Puis, cette SRL de famille ainsi dotée va pouvoir procéder à l'achat hors taxe d'immobilier géré en location meublée non professionnelle. À ce moment, bien évidemment, le compte bancaire repasse à 0. Par contre, la valeur immobilière de la société monte à 505 000 €. La dette est de 505 000 €, puisque du coup la SRL de famille a une dette envers l'investisseur, c'est son compte courant d'associé, et la masse successorale de notre investisseur est toujours la même, 500 000 €. En effet, un compte courant d'associé rentre toujours dans la masse successorale. Troisième phase, la perception des revenus. La SRL de famille est donc dotée aujourd'hui de biens immobiliers qui vont rapporter des loyers, dans notre cas 20 200 € net d'impôts chaque année. Alors, le compte courant initial était de 500 000 €. Nous avons versé 20 200 € de loyer aux usufruitiers, les parents. Donc le nouveau compte courant se monte maintenant à 479 800 €. L'intérêt, c'est qu'aucune fiscalité sur le remboursement d'un compte courant signifie également donc aucun impôt sur le revenu et pas de CSG, CRDS. Quant à la société, grâce à l'amortissement, la SRL perçoit les loyers mais reste en déficit, du coup, pas d'impôt sur les sociétés non plus. Quelle est la chronologie de notre investissement? Initialement, nous avions un investisseur qui disposait de 500 000 € de capital. Ses frais de succession, après décès des parents et application des abattements légaux, étaient de 100 000 €. Et à ce moment-là, bien évidemment, on ne parlait pas de loyer perçu. À 5 ans, grâce à la SRL de famille, les frais de succession sont ramenés à 79 800 €, alors que déjà 103 040 € de loyer ont été perçus net d'impôts. À 15 ans, on a même 325 157 € de loyer qui ont été perçus net d'impôts, qui ont fait diminuer les frais de succession après abattement à 39 400 €. À partir de 23 ans, les frais de succession ont totalement disparu pour 519 469 € de loyer perçus net d'impôts. Alors après la succession, que se passe-t-il pour vos héritiers? Eh bien, pas de gestion, l'exploitant gère le bien tout seul. Pas de frais de succession après 23 ans, nous venons de le voir. Vos héritiers continuent d'être accompagnés. Et enfin, vous leur offrez une rente intégralement défiscalisée. Ah, en effet. Alors, si je comprends bien, au bout d'une bonne vingtaine d'années, puisque c'est proportionnel hein, entre les sorties et l'achat, je peux totalement annuler mes frais de succession. Et ce, quel que soit le montant de mon patrimoine alors. Mais alors, je pense que ça doit être super compliqué à mettre en place, ou alors super onéreux. Alors, rien n'est simple, mais ça, c'est notre travail. Lorsque tu achètes une voiture, on ne te demande pas de la construire. Tu t'assois, tu tournes juste la clé et tu profites de la route. Et bien là, c'est la même chose. C'est Master Conseil qui fabrique ce véhicule, qui pour nous est un véhicule fiscal, via des avocats fiscalistes et des notaires spécialisés dans ce type de montage pour nous accompagner dans toutes les procédures
et de faire profiter nos clients d'un produit clé en main. Ok, mais en ce moment, alors c'est la grande mode, hein. SCI par-ci, SCI en voilà, SCI en veux-tu, SCI familial, est-ce que c'est la même chose et est-ce que c'est intéressant dans ce montage? Alors, la SCI familiale, c'est autre chose. La fiscalité société est différente et tu ne pourras pas impacter tes frais de succession.